Voilà, et le maître d'œuvre de cette expo de Hanovre, où je vous le rappelle, nous sommes ce soir avec Alexandra en direct pour toute la soirée. Le maître d'œuvre donc de cette expo de Hanovre, c'est une femme. Elle s'appelle Birgit Breuel, elle est très connue en Allemagne. Après des fonctions politiques, elle a été la présidente de l'office de privatisation de l'économie est-allemande, la fameuse Treuhand. Une privatisation de l'Allemagne de l'Est que Madame Breuel a menée tambour battant. Oui, elle peaufinait le concept de cette exposition universelle depuis 1994. Elle a dû dévier de son idée d'origine, celle d'une immense foire sur l'environnement qui ferait réagir les visiteurs aux problèmes croissants de la nature. Néanmoins, elle est satisfaite de cette expo qui, aussi bien sur le fond que sur la forme, a quelque chose de nouveau à offrir, comme les parcs à thème. Le succès ou l'échec de cette exposition universelle seront automatiquement attribués à Birgit Breuel. Alors Madame Breuel est très occupée en ce moment puisqu'elle reçoit en ce moment même donc tous les dirigeants et les chefs d'État qui participent à l'inauguration de cette Expo 2000 et c'est pourquoi, Alexandra, vous avez rencontré Birgit Breuel hier matin. Oui, et je lui ai demandé bien sûr comment elle se sentait juste avant le grand lancement, ce qui dominait chez elle, la joie ou la tension. La joie, je crois. Oui, il y a tant d'années que nous avons préparé cet événement. Ces derniers mois, nous avons beaucoup travaillé, relevé beaucoup de défis, mais nous avons vu aussi les choses évoluer, prendre place, et nous sommes vraiment très curieux de voir comment cela se passe en réalité. Donc c'est la tension qui domine. Oui, une tension joyeuse. C'est la première expo en Allemagne. Qu'est-ce que cela représente pour l'Allemagne, mais aussi pour l'Europe ? Je pense que c'est une date importante pour l'Allemagne. 10 ans après la réunification, nous avons la possibilité d'accueillir le monde entier en tant qu'Allemagne réunie. Et nous avons le plaisir de voir que presque tous les pays du monde sont représentés. C'est une énorme preuve de confiance qui nous est manifestée. Et nous entendons être dignes de cette confiance dans les 153 jours à venir. L'Europe est un des grands sujets de cette exposition. Nous avons un boulevard européen et nous voulons montrer que l'an 2000 est une année importante pour l'Europe. Et je pense que nous le ferons. Avez-vous rempli vos objectifs? Oui, je crois pouvoir dire que pour l'essentiel, effectivement, nous avons rempli nos objectifs. Et nous verrons maintenant la réaction des visiteurs. Ce sera intéressant. Au cours des dernières années, des derniers mois, vous avez fait l'objet d'attaques personnelles. Vous ont-elles beaucoup touché? Oui, je dois dire qu'au moment où la critique prend un tour personnel et qu'il s'agit d'attaques vraiment contre sa propre famille, cela devient vraiment très difficile à supporter. Bon, sinon, je pense que c'est normal lorsque l'on se lance dans une entreprise d'une telle envergure, totalement neuve. Bon, je pense que la critique est inévitable. Je pense vraiment qu'il faut l'accepter. Certains affirment qu'une bonne exposition universelle doit avant tout offrir une vision. Ce n'était pas le cas de la dernière expo. Quelle est à votre avis la vision qui se dégagera de Hanovre? Nous avons 2 éléments totalement nouveaux. Et je pense que c'est nouveau parce que les expositions universelles évoluent au cours du temps. Alors nous avons d'abord le parc thématique et d'autre part les projets internationaux qui portent sur les mêmes sujets d'ailleurs. Le parc thématique traite de sujets importants, comme par exemple comment nourrir la population mondiale, comment fournir de l'énergie sans détruire la nature, comment aménager nos systèmes de santé. Et nous avons un espace merveilleusement aménagé qui offre vraiment une vision, une idée, une amorce de solution. Et en complément, nous avons des exemples concrets, pragmatiques que nous avons sélectionnés dans l'ensemble du monde pendant plusieurs années. Nous avons sélectionné 800 projets à la suite d'un concours qui représente 124 nations, tous les continents. Et cette combinaison d'une vision, d'une idée, d'une amorce de solution avec des exemples concrets et pratiques est tout à fait fascinant. Le visiteur se rendra compte que ce n'est pas quelque chose d'artificiel, mais c'est quelque chose que l'on peut réaliser soi-même dans sa vie, dans son pays, dans sa ville, dans son entreprise, dans sa famille. Et c'est ça qui nous importe. Le thème central de cette expo, c'est la trilogie Homme, Nature, Technologie. Mais les grandes organisations écologistes se sont décommandées. Elles sont d'avis que la réalité de l'expo ne le reflète pas suffisamment. Un reproche justifié?
La réponse n'est pas simple. Bon, je dois dire que nous, moi en particulier, nous avons lutté pour que ces associations participent, en leur disant d'ailleurs, nous ne pourrons pas tout faire, nous ne pourrons pas présenter un monde parfait, il n'existe pas, nous commettrons des erreurs, c'est inévitable, mais participez et aidez-nous à faire pour le mieux. Et ces associations ont dit non, dans ce cas-là, nous préférons nous abstenir. La plupart d'entre elles, en tout cas quelques-unes, sont présentes ici. C'est regrettable, bien évidemment. Ceci dit, ce que je voudrais faire remarquer, c'est que pour la première fois, les ONG jouent un rôle important. Elles sont représentées ici dans les projets internationaux. Elles sont pour la première fois intégrées de façon aussi officielle. C'est bon parce qu'elles ont un rôle important. Et quelle est l'importance économique de l'expo? Pour le pays organisateur, c'est une formidable opération de marketing. Si tout fonctionne bien, c'est évident. Bon, cela nous permettra de donner une autre image de l'Allemagne et c'est important, en particulier 10 ans après la réunification. Et pour notre région, c'est très profitable, en particulier en raison des nouvelles infrastructures, du regain d'activité culturelle. Bon, on ne vient pas ici pour faire des affaires, les nations non plus. Mais ce que les nations veulent, c'est évidemment donner une autre image, une meilleure image d'elles-mêmes grâce aux visiteurs, à la télévision, aux autres médias. Et c'est ce qu'elles essayent toutes de faire. Mais à Hanovre, il n'y a pas de monument symbolique, pas de tour Eiffel, pas d'atomium, comme à Paris ou à Bruxelles. Que restera-t-il d'Hanovre? Vous savez, il y a eu beaucoup d'expositions universelles au cours des 150 dernières années. Et chaque fois que l'on parle de monuments symboliques, ce sont ces deux exemples qui viennent à l'esprit. Mais toutes les expositions n'ont pas eu leur monument. Alors, il faudra voir ce que les visiteurs ici retiennent comme symbole de Hanovre. Nous avons fait une sélection. C'est un magnifique bâtiment qui est situé au bord du lac, qui a une forme de baleine. Bon, ce qui restera, ce sera de deux ordres. D'abord, ce site formidablement bien aménagé, des beaux bâtiments qui seront utilisés ultérieurement. Il n'y aura pas de ruines, ça c'est nouveau. Et j'espère aussi qu'il y aura des vestiges immatériels. J'espère que nous aurons réussi à planter dans la tête et le cœur des gens l'envie d'un autre modèle, d'un modèle durable de vie, de travail, d'économie, d'habitat. C'est ça qui est important, c'est ça que nous voulions. Merci pour cet entretien. Voilà ce que disait Birgit Breuel, c'était hier. Elle répondait aux questions d'Alexandra. Dans un instant, nous allons revenir dans ce studio sur le site même de l'Expo 2000, l'Expo universelle qui est inaugurée aujourd'hui à Hanovre. Mais tout de suite, quelques secondes de promotion. Demain. Allons dire bonjour aux veaux, aux vaches, aux cochons et aux prairies. Mais le bonheur est-il encore dans le pré? Climat très terre à terre. Demain, à 20h45. Arte et Dimanche Ouest France. Partenaire de l'Expo 2000. Retour donc au direct et à l'Expo de Hanovre. Il ne faut pas oublier le contexte dans lequel a démarré cette expo il y a une dizaine d'années. Au moment où les Allemands ont proposé et donc décidé d'organiser Hanovre, il venait d'y avoir, peu de temps avant, la catastrophe de Tchernobyl. Juste après la décision, en 92, il y a eu le sommet de la Terre à Rio qui reflétait bien les préoccupations sur le développement contrôlé. C'est ce contexte qui a entraîné le caractère écologique et humaniste d'Expo 2000. Il y a un site de 180 hectares avec 170 nations qui viennent se présenter en partie avec leur propre pavillon ou avec des stands. Certains sont représentés par des constructions à l'architecture ou au concept très surprenant, des Européens par exemple, mais les Japonais, les Coréens ou encore le Népal font également la sensation avec l'originalité de leurs matériaux de construction. Les États-Unis sont absents, une décision très critiquée outre-Atlantique. Nouvel élément unique de cette expo, 11 parcs à thème axés sur la question « Comment vivrons-nous demain ?»
Et c'est vrai que le parc à thème, c'est bien la grande originalité de cette expo universelle. À Hanovre, on ne se préoccupe pas seulement du futur, au sens simpliste du terme. On ne se demande pas seulement dans quel véhicule on volera à l'avenir et comment on communiquera. Ici, on réfléchit sur l'idée de développement contrôlé et durable de l'humanité. Comment, par exemple, vivre dans des mégacités de plusieurs dizaines de millions d'habitants comme Sao Paulo ou Mexico? Quelle sera la place du travail au 3e millénaire? Comment seront réparties la santé ou l'éducation dans le monde entier? C'est-à-dire, au fond, comment, dans le futur, vivront tous les êtres humains de la Terre? Oui, l'Expo 2000 est la première à être liée à des projets réalisés un peu partout dans le monde. Le monde ne doit pas seulement venir à l'Expo. L'Expo doit également aller sur place à la rencontre des gens. Andreas Görke et Rainer Krieg. Chili, 6 heures du matin. Ici, à 500 km au nord de Santiago, il ne pleut pour ainsi dire jamais. Mais le même phénomène naturel se répète jour après jour. Une immense nappe de brume venue de la mer monte chaque matin à l'assaut des montagnes. Ces filets piègent la brume matinale et en extraient de l'eau potable. C'est l'un des nombreux projets internationaux de l'Expo 2000. Expo 2000. Hanovre. C'est ici, sur le site de la célèbre foire industrielle, que se tiendra cet été l'Expo 2000. Martin Roth est l'un des concepteurs de la première exposition universelle sur le sol allemand. Ce spécialiste de l'étude des civilisations travaille depuis 1996 sur le projet de l'exposition de Hanovre et il est responsable de l'ensemble du parc thématique de l'expo. Entouré de quelques 60 collaborateurs, il explore de nouvelles pistes pour briser les anciennes traditions et créer une exposition universelle d'un nouveau type. Placée sous la devise « Homme, nature, technologie », l'exposition ne veut pas être une simple vitrine des dernières innovations techniques. Les organisateurs visent plutôt à présenter des idées et des solutions venues du monde entier pour les problèmes urgents qui se posent à l'humanité. Martin Roth est un organisateur d'expositions expérimenté et renommé. Ses idées ont fait date dans la culture muséologique allemande. C'est également ce qu'il se propose de faire pour l'exposition de Hanovre. Nous ne sommes en fin de compte qu'une nouvelle équipe dans une vieille entreprise. Les expositions universelles existent depuis 150 ans. La nouvelle idée consiste tout simplement à faire participer les organisations non gouvernementales. Pendant 150 ans, les expositions universelles ont été l'expression des nations et des grandes organisations politiques ou internationales. Il est vrai que les organisations non gouvernementales n'avaient pas encore l'importance qu'elles ont aujourd'hui. Mais pour la première fois, ces ONG auront la place qu'elles méritent dans cette exposition. L'exposition ne respecte pas le thème Homme, Nature, Technologie, c'est pourquoi nous n'y participons pas. Rester en dehors et se plaindre est relativement facile. Participer activement pour exprimer ses idées est nettement plus utile. Nous avons eu une longue discussion avec Greenpeace, en 95-96 déjà. Il en est ressorti que nous avions des conceptions trop différentes. Greenpeace est fortement centré sur l'action et nous organisons une exposition. Quelques mois avant l'ouverture de l'exposition, un parc gigantesque d'une superficie de 170 hectares voit le jour. Le gros œuvre des pavillons nationaux
laisse déjà deviner que l'exposition sera aussi une présentation d'expériences architecturales. Même si Hanovre n'a pas voulu d'un symbole comme la Tour Eiffel à Paris, il existe suffisamment d'exemples d'une architecture du futur. On travaille ici d'arrache-pied pour pouvoir présenter ponctuellement un site d'exposition futuriste le 1er juin 2000. Cette animation sur ordinateur montre à quoi ressemblera après transformation le site de la foire de Hanovre le jour de l'inauguration. Pendant l'exposition, cette simulation sera à la disposition des visiteurs. Ils pourront ainsi planifier leur circuit individuel de manière interactive. Mais l'Expo 2000 n'a pas lieu qu'à Hanovre. Partout dans le monde, des projets sélectionnés sont rattachés à l'exposition. Ces projets font de Hanovre un forum international et du globe un parc d'exposition. C'est la véritable nouveauté de l'Expo 2000. Autour du thème Homme, Nature, Technologie, 500 initiatives locales et internationales ont été déclarées projets de l'exposition. Toutes se consacrent à trouver des solutions aux grands problèmes de ce monde. En voici quelques exemples. Dans le nord du Canada, les Indiens Cree exploitent une centrale thermique écologique alimentée par les déchets d'une scierie proche. Une petite partie de la production suffit déjà à fournir de la chaleur au village pendant toute l'année. Cette filature de soie implantée dans un village de Thaïlande crée des emplois pour les femmes. Elles peuvent rester dans leur village et nourrir leur famille. Un moyen pour briser le cercle vicieux de la prostitution. Ici, dans l'épaisse forêt tropicale de l'Amazonie, des indigènes font le relevé du terrain qui leur appartient désormais officiellement. Des panneaux d'avertissement et des bornes éviteront le déboisement illégal de la forêt et éloigneront les intrus. Chacun de nos projets mondiaux mérite de trouver son public. C'est d'ailleurs une intention de ce programme. Présenter ces initiatives formidables et ces idées parfois très astucieuses. Mais c'est aussi un programme d'espoir, car chacun de ces projets est unique en son genre et né de l'engagement des individus. Uto Michewski est responsable depuis 1996 des projets mondiaux de l'exposition. Aujourd'hui, elle est en route pour le Chili afin de se convaincre de l'efficacité de l'un de ses projets. Chacun des projets mondiaux doit répondre aux critères du développement durable dans l'esprit du sommet de la Terre de Rio de Janeiro en 1992. Les chefs d'État de 176 pays y ont adopté un programme prévoyant une gestion rationnelle et socialement compatible des ressources de la planète. Dans la pratique, cela signifie par exemple qu'on ne doit pas abattre dans une forêt plus d'arbres qui ne peut en repousser. Mais le principe de durabilité a aussi une dimension économique et sociale. L'objectif est une juste répartition des biens et des denrées alimentaires dans le monde. Les étapes pour y parvenir ont été définies dans l'Agenda 21, le catalogue de mesures écologiques de Rio. Peu d'entre elles ont été réalisées à ce jour. Alors l'Expo 2000 a fait de l'Agenda 21 son leitmotiv. Suite des temps. L'idée de l'exposition universelle est née en 88-89 et a évolué depuis. C'est un processus qui s'est étalé sur une dizaine d'années et il est évident que les événements et les décisions politiques de cette période ont eu une influence sur ce processus. La conférence de Rio et ses résultats, le fameux Agenda 21, sont ainsi devenus l'une des bases de l'exposition de Hanovre. L'organisation allemande Expo Watch vérifie si l'Expo 2000 respecte réellement les critères de l'Agenda 21. Fondée en 1992 par des associations écologistes, elle analyse et documente l'évolution des différents projets d'exposition. Les organisations écologistes allemandes ont dès le début conservé une distance critique.
Les associations écologistes ont dit très tôt qu'une exposition universelle dont le but est d'attirer 40 millions de visiteurs contredisait en soi l'idée de développement durable. On ne peut pas satisfaire aux critères de l'agenda 21 en organisant un événement de cette ampleur. Elles ont donc annoncé d'emblée qu'une manifestation de masse n'était pas une réponse adaptée et qu'elles n'y participeraient pas. Un grand nombre d'organisations écologistes sont tout de même représentées dans le parc thématique par le biais des projets mondiaux. Il est vrai qu'il y a eu un débat politique à propos de leur participation, mais nous avons toujours été ouverts à ce débat. Uto Michevski a atterri au Chili et se rend sur le site d'un projet de l'exposition hors du commun. Il s'agit des fameux pièges à brume, des filets tendus sur une crête montagneuse à 800 mètres d'altitude, non loin de la côte pacifique. Un projet financé par des organisations internationales, européennes et canadiennes. Ces filets sont l'un des projets exemplaires de l'Expo 2000, car ils pourraient représenter une solution pour d'autres régions sèches de la Terre. Les pièges à brume alimentent les habitants du village voisin en eau potable. L'eau est précieuse ici, l'une des régions les plus sèches du Chili. L'agriculture n'est pas possible pour cette raison. La seule source de revenus pour la population était une mine qui a fermé depuis plusieurs années déjà. Le soleil brille ici 365 jours par an. Il ne tombe pratiquement jamais une goutte de pluie. C'est pourquoi les gens du pays ont eu très tôt l'idée d'obtenir de l'eau potable à partir de la brume. Nous savons que les Indiens d'Amérique récupéraient l'eau de brume en plaçant de petits récipients sous les arbres de manière à pouvoir recueillir l'eau qui coulait depuis leur cime. Nous savons aussi que pour avoir de l'eau, les soldats dans le désert plantaient leurs fusils dans le sable, y tendaient 2 ficelles de part et d'autre et plaçaient 2 gobelets aux extrémités de ces ficelles. Lorsqu'au cours de la nuit la brume passait, les gouttelettes d'eau glissaient sur les ficelles et s'écoulaient dans les gobelets. Même dans la Bible, il est fait mention de la rosée que l'on récupérait de bon matin en pressant la toison des moutons. Tout au long de l'histoire de l'humanité, on a cherché à récupérer l'eau. Mais il n'avait jamais été possible d'en obtenir de grandes quantités. C'est ce que nous avons fait. Le principe de la récupération d'eau est simple. Le matin, le soleil réchauffe la surface de la mer. De l'eau s'évapore et se transforme en brume. Les vents ascendants font ensuite monter chaque matin cette immense nappe de brume dans la montagne. Enfin, la brume reste accrochée dans les filets à mailles très fines et forme de petites gouttes, une sorte de condensation artificielle. Les filets permettent de récupérer près de 15 000 litres d'eau potable par jour. Matin et soir, les nappes de brume se prennent dans ces filets de volley-ball géants et se transforment en précieux liquide. Un système de drainage amène l'eau au village situé au pied des montagnes. À Hanovre, les pièges à brume seront présentés pour la première fois au public international, avec l'espoir que d'autres pays où règnent des conditions climatiques similaires adopteront cette méthode simple de récupération d'eau. Nous avons ici une installation pilote qui a permis de faire la première démonstration de ce mode de capture d'eau. Les scientifiques estiment qu'on trouve des conditions climatiques similaires dans une trentaine de pays où ce projet pourrait donc théoriquement être transposé. Aujourd'hui, il existe déjà une installation similaire au Pérou. L'eau alimente le petit village de pêcheurs de Chungungo. Autrefois, 370 habitants vivaient ici. Entre-temps, le nombre d'habitants a triplé car ce système original d'adduction d'eau attire de plus en plus de monde. Depuis quelques années, de plus en plus de gens des alentours viennent s'installer à Chungungo. Résultat, l'eau potable redevient rare car le projet pilote n'est pas conçu pour alimenter un si grand nombre.
En réalité, seules les 90 familles qui vivaient initialement dans le village de pêcheurs devaient profiter de l'eau des pièges à brumes. Et cela a bien fonctionné. Mais aujourd'hui, les robinets restent souvent secs pendant des semaines et les habitants doivent revenir à des méthodes traditionnelles qu'elles avaient déjà presque oubliées. Avant, un camion passait pour nous vendre de l'eau. Parce qu'à la fermeture de l'entreprise d'extraction du minerai, nous nous sommes retrouvés sans eau potable. Il y a toujours de la brume ici. Il y en a toujours eu. C'est pourquoi il faudrait qu'ils installent davantage de filets à mailles. Parce que, comme je l'ai dit et je le répète, celles que nous avons ne suffisent pas. Et surtout en été, lorsque la population double avec l'arrivée des touristes. Ce serait très intéressant pour nous qu'ils développent ce projet. Ce serait vraiment bien. Eugenia tient un petit bistrot à Sungungu. Ces derniers temps, elle est régulièrement obligée de recourir à l'eau que des camions apportent de loin, au village. Les habitants la conservent dans des citernes devant leur maison. On ne nous donne de l'eau que toutes les 2 semaines, parce que comme en été il y a moins de brume, l'eau est plus rare. Et les touristes en utilisent également, non? Oui, ils en utilisent. Pour eux, il y a de grands réservoirs, et c'est pour cette raison qu'il nous faut beaucoup d'eau en été. En hiver, les habitants de Sungungu dépensent moins d'argent pour l'eau potable. La production des pièges à brumes est alors suffisante pour couvrir les besoins. Et cette eau est moitié moins chère que celle que les camions apportent au village. Patricio travaille au service des eaux. Il a également participé à la construction des filets. Les filets installés sur les crêtes ont été payés par des organisations internationales. Depuis des années, Patricio se bat pour que le gouvernement chilien accorde des moyens financiers pour d'autres filets. Le problème du Chili, c'est sa bureaucratie. Lorsque l'on a un projet, le dossier passe entre les mains de nombreuses personnes. Au bout du compte, lorsque l'administration donne son accord, l'auteur du projet n'a plus assez d'argent pour le mener à bien. Ce n'est pas une solution. Tout l'argent part dans les frais administratifs qui, dans la majorité des cas, n'ont strictement rien à voir avec le projet lui-même. C'est différent avec des organismes extérieurs, comme ça a été le cas pour nous. Ils sont arrivés directement ici et ils ont mené à bien leur projet. Utomichevski espère que l'engagement de l'Expo incitera l'État chilien à investir des fonds dans des pièges à brumes supplémentaires. Une expertise aussi approfondie des projets mondiaux sur place est plutôt exceptionnelle. Nous avons collaboré avec des organisations et avec les ambassades sur place pour obtenir des renseignements sur les projets. Et bien sûr, nous avons entretenu une communication très étroite avec les responsables de projets. Nous avons fait appel aussi à des experts externes qui se sont informés de manière très critique, si bien qu'une visite sur place n'était pas nécessaire à chaque fois. Par ailleurs, l'Expo 2000 a chargé un jury international de 11 personnes de décider en dernier ressort si un projet répond aux critères de l'agenda 21. Lors du vol de retour, Utomichevski profite d'une escale à Santiago du Chili pour rencontrer la présidente du jury, Alicia Barcena. La Mexicaine avait participé à la conception de l'agenda 21. Nous voulons que ces projets apportent des solutions à l'échelle locale. La plupart de ces projets sont proposés par des communes ou des organisations non gouvernementales, même si nous en avons aussi retenu qui viennent de gouvernements ou de l'industrie. Ces projets doivent montrer comment résoudre des problèmes pratiques dans le domaine de l'environnement, de l'énergie, de la santé ou de l'alimentation. Il faut qu'ils soient bons pour la communauté. Un autre critère important est que ces projets puissent durer au-delà de l'an 2000. Nous recherchons des solutions durables aux problèmes qui concernent tout le monde sur cette planète.
Les projets mondiaux forment un réseau qui s'est tissé sur des dizaines d'années. Si nous trouvons des partenaires prêts à collaborer avec nous, ce réseau vivant peut devenir encore plus vaste. Les idées qui sont au départ de simples concepts ont aujourd'hui une portée immense. C'est ce qui restera dans les têtes et qui fait l'esprit de l'Expo 2000. Les projets mondiaux seront notamment présentés dans le parc thématique. Dans 5 immenses halls, le visiteur pourra prendre connaissance des nombreuses propositions de solutions aux problèmes globaux de demain. Le secteur de la santé. Des centaines de chaises massantes au bord d'un lac artificiel. Au premier regard, on a du mal à saisir la solution que cette scène est censée évoquer. Le scénographe japonais Toi Ito, qui a conçu le parc thématique, est convaincu que la santé a un rapport avec la perception du corps. Détendus, les individus seraient beaucoup plus réceptifs aux informations qui défilent sur les murs vidéo. Les sceptiques craignent que dans ce type de présentation, le message passe à la trappe. Le metteur en espace Martin Roth est persuadé du contraire. C'est une question d'équilibre du corps et de l'esprit. Nous présentons dans cet espace des images et des films qui coulent un peu comme de l'eau et font passer les messages adéquats. Nous craignons que ce qui restera dans les esprits, c'est l'image de gens qui se reposent en regardant les flots. Et cela devrait représenter tout le secteur de la santé. Nous pensons que c'est en contradiction avec les conditions réelles qui règnent actuellement dans le monde. Naturellement, l'Expo 2000 présente aussi des projets allemands qui s'attaquent aux problèmes du monde de demain. Depuis 1994, le chef de projet Christian Arens a reçu plus de 1000 propositions. Assisté par un jury indépendant, Christian Arens a sélectionné 250 projets qui relèvent de manière inhabituelle les défis du prochain siècle. Par exemple, en faisant appel à une énergie renouvelable, comme ce bac solaire qui contribue à préserver les ressources de plus en plus rares. De nombreux projets de reboisement en font partie aussi. Christian Arens et ses collaborateurs attachent une valeur particulière à la diversité des initiatives allemandes. Si l'on compare les projets allemands avec les autres projets internationaux, on se rend compte qu'ils sont différents du point de vue économique, technologique, écologique, et aussi, ce qui est très important, en matière sociale et de santé. Cela est dû au fait que la situation de l'Allemagne est différente de celle des pays en développement, par exemple. Mais je crois utile de souligner cela et de montrer comment les différents pays se positionnent dans le cadre de l'exposition par rapport au thème Homme, Nature, Technologie. Un exemple concret, la construction de ce nouveau quartier à Kreuzberg, à quelques kilomètres du site de l'exposition. Des logements sociaux, écologiques, prévus pour accueillir plus de 3000 personnes. Une particularité dans la conception des nouveaux quartiers, l'intégration des personnes handicapées et dépendantes. Anya, 25 ans, est l'une des 17 handicapés qui profitent de ce nouvel aménagement. Elle a besoin d'une assistance 24 heures sur 24. Autrefois, ce service n'était assuré que dans des foyers. Hallo? Hallo, hier ist Anja. Ich brauche eine Assistenz. Könntet ihr vorbeikommen und mir die Jacke ausziehen und einen Tee machen? Okay, bis gleich. Tschüss. Chacune des personnes handicapées qui vivent ici bénéficie d'un service de soins à domicile sur simple appel. Hi, Asita. Kannst du mir Tee machen? Les personnes prises en charge dans le cadre de ce projet d'habitat focus peuvent organiser librement leur journée. C'est assurément l'un des projets les plus innovants. Avec ses 17 logements spéciaux, le projet de Kreuzberg est le premier du genre. Mais surtout, il est transposable dans d'autres régions d'Allemagne et sûrement aussi du monde.
Je suis certain que ce projet va susciter un grand intérêt international. Notre chance, c'est que ce soit un projet de l'Expo. Sinon, nous n'aurions pas eu les autorisations si vite et nous aurions dû nous battre plus longtemps. Tout a démarré en 1992. Moi-même, je fais partie du bureau de Focus depuis 1998. Je suis persuadée que c'est un avantage pour nous d'avoir été choisis comme projet pour l'Expo. Le lac de Constance, le plus grand réservoir d'eau potable du sud de l'Allemagne. Il y a 20 ans, le lac était menacé de déséquilibre et de mort. La cause, trop de rejets d'eau usée industrielle non filtrée et une pollution par des détergents phosphatés. Mais aussi un déboisement excessif, destiné à libérer de l'espace pour les touristes. Pour sauver le lac, la fondation du lac de Constance a créé il y a presque 10 ans, conjointement avec le Secours allemand à l'environnement, le modèle du lac de Constance viable. Il s'agit d'une part de la qualité de l'eau du lac de Constance, mais d'autre part aussi de la compatibilité avec le tourisme et avec l'industrie et du développement économique de la région du lac de Constance. Ce programme montre très clairement à quoi cette région attache une importance particulière. Malgré les problèmes qui existent toujours dans la région, le lac de Constance passe pour un modèle d'assainissement réussi et tout le monde en profite. Et pour que le lac conserve sa propreté, on envisage des bateaux propulsés par une énergie non polluante, comme ce bac solaire qui a passé avec succès l'épreuve du service quotidien sur une ligne régulière. Un puissant générateur solaire entraîne ce bateau silencieux et écologique. Le moteur est alimenté par des panneaux solaires d'une courbure spéciale qui recouvre le pont en teck. Une cinquantaine de personnes peut y prendre place pour admirer la beauté du plus grand lac intérieur d'Allemagne quand le bac y circule entre mai et octobre. Une promenade à la force du soleil. D'après nos calculs, nous sommes quasiment autonomes en termes d'énergie. C'est-à-dire que le courant produit par les cellules solaires est suffisant pour alimenter les moteurs électriques de ce bateau. En cas de mauvais temps prolongé, nous pouvons aussi recourir au courant terrestre, c'est-à-dire faire le plein à terre. Le courant est alors stocké dans ces batteries. C'est Jürgen Resch du Secours allemand à l'environnement qui a mis l'ambitieux projet de bac solaire sur les rails en collaboration avec une entreprise de génie énergétique du sud de l'Allemagne. Il est heureux d'avoir trouvé en Friedrich Kopf, le patron de l'entreprise, un partenaire prêt à s'engager dans la construction d'un bateau à propulsion solaire. Friedrich Kopf, pour sa part, attend de sa présentation à Hanovre l'intérêt du monde entier pour son travail de pionnier. J'espère que nous connaîtrons le même succès que le chemin de fer au moment de son lancement. Que tout le monde se rendra compte que les bateaux solaires sont tout à fait capables de concurrencer le moteur à explosion. Nous estimons que nous vendrons à l'avenir des bateaux solaires dans le monde entier, en plus de nos bateaux traditionnels. Jürgen Resch, le défenseur de l'environnement, ne craint pas le contact avec l'industrie. Il est convaincu que c'est par le dialogue qu'on incitera les chefs d'entreprise à produire de manière compatible avec l'environnement. Le projet de bateau solaire est pour lui une grande réussite. En collaboration avec l'entreprise, Jürgen Resch prépare des présentations à l'Expo 2000, par exemple pour les Journées des Nations. Le public profitera aux deux parties. Le défenseur de l'environnement qui veut promouvoir ses idées et le chef d'entreprise qui veut vendre son produit. Jürgen Resch a une vision très pragmatique. Mon opinion est que nous devons aller où il y a du monde, et c'est le cas d'une exposition universelle. Puisque l'Expo 2000 s'est dédiée au développement durable, nous devons l'accompagner de manière constructive et critique.
Nous devons présenter nos conceptions d'une économie durable à côté des conceptions présentées par l'industrie et les États. Le sauvetage du lac de Constance a aussi eu un retentissement international. Le projet Living Lakes vise à empêcher la mort écologique de lacs dans le monde entier. Le Mono Lake, aux États-Unis, en est le meilleur exemple. C'est l'un des plus importants réservoirs d'eau douce de Los Angeles. Même vue du ciel, la métropole californienne semble infinie. Ses besoins en eau sont en proportion. Tout ce que ces stations d'épuration transforment en eau potable provient des lacs situés dans les montagnes à des centaines de kilomètres d'ici. L'un des plus grands de ces lacs d'eau douce est le Mono Lake. Il y a 50 ans, ces sculptures bizarres n'existaient pas. L'eau était profonde ici de plusieurs mètres. Mais la soif insatiable de Los Angeles a asséché de grandes parties du Mono Lake. Le lac menaçait de se transformer en lac salé. Grâce à l'initiative Living Lakes, il est désormais interdit par décision judiciaire de prélever l'eau du lac avant que le niveau soit suffisamment remonté. Je pense qu'à l'avenir, nous devrons collaborer beaucoup plus étroitement au niveau international. Il ne faut pas voir la mondialisation comme un danger, mais comme une chance. C'est par l'échange d'idées que nous parviendrons à une gestion durable de l'eau et des autres ressources. L'Expo 2000 a fait de Living Lakes un de ses pôles d'attraction. À Hanovre, le projet sera présenté aux visiteurs du monde entier dans le parc thématique. Seules de grandes entreprises et organisations peuvent s'offrir ces complexes et coûteuses installations vidéo. Les critiques craignent que cette esthétique tape à l'œil détourne du véritable message. Nous constatons qu'en dehors des projets mondiaux, c'est surtout l'économie et ses conceptions pour le prochain siècle qui seront représentées. Cela n'a pas beaucoup de rapport avec un développement durable. Quand on veut présenter des solutions, réaliser des projets concrets sous la devise du développement durable, une coopération entre les organisations non gouvernementales et les entreprises est nécessaire. De nombreux projets, à commencer par Living Lakes, ne fonctionnent que parce que des entreprises y participent, le sponsorisent. Et des entreprises sont partie prenante dans pratiquement tous les projets. Vol LH 6864 pour Sao Paulo, Brésil. Martin Roth et Uto Michevski partent à la rencontre d'un autre partenaire de projet international. L'Amérique du Sud revêt une importance particulière pour les deux organisateurs d'exposition. En effet, l'Amérique du Sud joue un grand rôle. Sao Paulo, par sa force d'attraction, mais aussi à cause de ses problèmes, fait partie de ces villes emblématiques des concepts d'avenir en termes d'urbanisation, de modèles urbanistiques, de systèmes de circulation et de sécurité. Sao Paulo, 17 millions d'habitants, l'une des villes les plus peuplées et les plus encombrées du monde. Il y a une voiture pour 2 habitants en moyenne. Les bus et les métros sont considérés ici comme les moyens de déplacement des pauvres. Tous ceux qui tiennent à leur standing prennent leur voiture pour circuler en ville. Résultat, des embouteillages monstres et une forte pollution de l'air. La ville détient le record mondial du nombre d'asthmatiques. Martin Roth et Uto Michevski ont rendez-vous avec le maire de Sao Paulo. Il rencontre Roberto Pita dans son bureau qui domine la ville pour mettre au point les derniers détails conceptuels. Il est question de la présentation de la mégapole à l'exposition de Hanovre. Les deux plus grands problèmes de la ville, la favelisation et la circulation. Le projet prévoit un concept de circulation qui tient compte du besoin de grande mobilité des personnes tout en préservant le plus possible l'environnement. Le rapport avec les favelas et leurs habitants doit changer aussi. La ville ne veut plus repousser les quartiers pauvres à la périphérie, mais les intégrer.
Sao Paulo est une ville jeune. Elle est connue au Brésil et dans le monde pour sa forte croissance démographique et pour son modernisme. Nous voulons montrer que Sao Paulo n'est pas seulement une ville du présent, mais aussi une ville du futur. C'est notre objectif à Hanovre. 15% de la population de Sao Paulo vit dans les favelas, pratiquement sans espoir d'en sortir. Quand on est dans une favela, on a de fortes chances d'y passer le reste de sa vie. La ville s'efforce pourtant d'améliorer la situation. Elle a construit des écoles primaires dans les favelas. Mais l'expérience a montré que beaucoup d'enfants n'arrivaient pas à suivre en classe et les parents ne pouvaient pas les aider, la plupart étant eux-mêmes analphabètes. C'est pourquoi on a aménagé des bibliothèques dans les écoles primaires. Les enfants n'y vont pas pour apprendre à lire. Ils savent déjà le plus souvent, mais pour comprendre ce qui est écrit dans les livres. Ce qui n'est souvent pas possible sans les explications de l'institutrice, car le quotidien des enfants des favelas est tout à fait différent. En 5 ans, 200 bibliothèques de ce type ont déjà été créées. Après une première phase dans laquelle elles étaient tributaires de dons, la plupart parviennent maintenant à s'autofinancer. L'idée est que l'institution commence à acheter elle-même de nouveaux livres. La question de la lecture est devenue importante dans l'éducation au quotidien. Et ainsi, elle devient un enjeu durable. L'idée n'est pas que les gens passent leur temps à construire des bibliothèques, mais que cette idée se répande et puisse devenir une politique publique. Que les gens considèrent cela comme important dans leurs institutions et dans la continuité. Et ceci a déjà lieu. Nous avons des bibliothèques depuis 1995 qui continuent leur travail indépendamment du projet. Le succès est remarquable. Dans une école, par exemple, 1 an après l'ouverture de la bibliothèque, seulement 12% des enfants ont redoublé. Les années précédentes, c'était en moyenne 90% des enfants qui rataient leur année scolaire ou même quittaient définitivement l'école. Les travailleurs sociaux et les éducatrices veulent changer la mentalité des enfants et leur apprendre leur vie en main. Quand les enfants commencent à apprendre à lire, ils s'approprient leurs droits civiques et cela change certainement leur vie. Ils acquièrent plus rapidement un répertoire culturel et chercheront des choses toujours meilleures pour leur vie. Uto Michewski et Martin Roth ont été convaincus par les bibliothèques. Ce projet de l'Expo 2000 n'a peut-être rien à voir avec la protection de l'environnement et les énergies renouvelables, mais il remplit tout de même les critères que l'Expo impose aux projets mondiaux. La durabilité, le critère essentiel dans le domaine social. Il s'agit en effet de permettre à des enfants défavorisés de prendre un nouveau départ qui aura des répercussions positives sur toute leur vie. Nous avons retenu ce projet parce qu'il aborde un aspect particulièrement important du développement urbain, même si ce n'est qu'un élément parmi les nombreuses mesures qui sont nécessaires. Nous travaillons avec des enfants pour leur offrir un avenir meilleur. À Hanovre, la ville de Sao Paulo sera présentée dans le parc thématique sous le titre « Le 21e siècle ». Les visiteurs pourront monter jusqu'en 2100 sur un tapis roulant, puis redescendront lentement, année après année, vers le présent. Ils découvriront comment 4 mégapoles sélectionnés, dont Sao Paulo, se transformeront au fil des ans. 2 scénarios montrent la physionomie que pourrait avoir Sao Paulo dans 30 ans. Chaotique, si l'on continue comme aujourd'hui, ou convivial, si l'on parvient à instaurer un concept de circulation moderne. D'après les projets proposés à ce jour, des ordinateurs seraient installés aux intersections et dans les stations de métro. Le voyageur entre sa destination et apprend comment s'y rendre de la façon la plus rapide, la plus sûre et la plus écologique. Tout cela reste du domaine du futur. Nous n'avons pas de réseau de transport public correspondant à l'étendue de la ville.
C'est pourquoi les gens se déplacent en voiture, ce qui provoque des embouteillages. Ce que nous essayons de faire, c'est de remettre de l'ordre en redessinant les rues et les axes de circulation afin de discipliner le flux de voitures, surtout ici, dans le centre-ville. Le défi est immense pour la ville. La plupart des habitants de Sao Paulo ne veulent pas renoncer à utiliser leur voiture. La raison, le réseau de métro ne couvre pas plus d'1/5 de la superficie de la ville. Pour Martin Roth, la résolution des problèmes de circulation à Sao Paulo a un caractère exemplaire. Si l'Expo 2000 est associé à un concept de circulation à Sao Paulo, c'est également parce que ces concepts sont applicables ici en Europe, bien entendu dans d'autres conditions. Mais ils sont tout aussi valables à Sao Paulo qu'à Mexico ou à Shanghai. Pourquoi faire ça à Sao Paulo et non à Hanovre, sur le site de l'exposition, pour prouver, conformément au slogan Homme, Nature, Technologie, que la mobilité du futur ne repose pas sur la voiture particulière? On attend 1 demi-million de visiteurs par jour à l'expo. La plupart viendront encore en voiture particulière. Certes, la ville a élaboré un système de guidage du trafic. De nouvelles lignes de tramway ont été créées, l'aéroport a été agrandi et une nouvelle gare a été construite pour le site de l'Expo 2000. Mais ce n'est que pendant l'expo qu'on pourra voir si ce système fonctionne, lorsque le nombre d'usagers aura presque doublé. Nous avons mis au point une organisation logistique pour toute l'exposition qui devrait limiter les problèmes au minimum. Malgré cela, il y aura des problèmes, bien sûr. Mais il faut mettre en balance l'événement, le succès, l'intérêt d'un côté et les difficultés de l'autre côté. Les collaboratrices de Exposition ne partagent pas cette opinion. L'organisation s'est imposée comme la voix de l'opposition à l'expo sur Internet. La plupart des détracteurs de l'expo, de Greenpeace à Expo Watch, utilisent le forum Internet de Exposition pour leurs propres publications sur le réseau. La résonance est énorme. Des sceptiques du monde entier, pas seulement d'Allemagne, expriment ici leurs réserves. Exposition pose la question du sens de telles manifestations de masse au début du XXIe siècle. A-t-on vraiment besoin d'une exposition universelle pour informer sur ce genre de projet? Ne devrions-nous pas plutôt, et c'est la démarche de Exposition, à l'époque où nous vivons, trouver d'autres formes pour un échange d'idées? Le monde a besoin de manifestations communes. Il est déjà si uniformisé. C'est déjà bien si cela touche certaines sociétés ou certains segments de la société. Je crains qu'au bout du compte, les gens ne retiennent que l'aspect spectaculaire et que cela ne provoque pas une prise de conscience durable. La durabilité s'exprime avant tout dans les têtes. Ce qui compte, ce sont les stimulations et les impulsions générées par l'expo, les nouvelles idées. Et puis, excusez-moi de dire une chose aussi banale, ce sera tout simplement une grande fête où, je l'espère, beaucoup de gens prendront du plaisir. Expo.